Si je devais vous demander quels sont les sentiments les plus importants pour l'existence humaine, votre réponse m'en dirait énormément sur vous. L'optimiste dira quelque chose comme amour ou joie, comme c'est doux d'écouter dimanche soir de Lascaux. Vous pourriez dire tristesse, vous pourriez dire quelque chose comme la cupidité si vous avez un entrepreneur dans votre bio Twitter, ou si vous voulez jouer à Ant-Man dans 27 ans. Mais plus que tout cela, deux sentiments, deux sensations de base ont gardé tous les êtres vivants en vie. La peur et la faim. Il y a aussi l'excitation, mais ce n'est pas dans le titre de Fear and Hunger, qui est connu pour être un jeu cruel, incroyablement cruel, et avoir beaucoup de... Mais au-delà de ce festival de Termina, c'est probablement l'un des jeux les plus mémorables auxquels j'ai jamais joué. Je pense à ce jeu depuis plus d'un an, parce qu'il y a tellement d'aspects qui vous marquent, que vous le vouliez ou non, les personnages, le monde, l'atmosphère, le fait que c'est une sorte de déchet, et que le jeu était assez populaire, en particulier en Russie, je suppose, parce qu'il n'est pas trop différent de leur vie, pour justifier une suite qui est juste un double long métrage dont nous parlerons, on parlera des deux jeux, parce qu'ils sont incroyablement différents l'un de l'autre. Les deux jeux ont des inspirations complètement opposées et très différentes, avec des moments d'histoire et chacun de ces mondes incroyables à découvrir et à explorer. C'est une quantité franchement inutile d'agressions sexuelles et à travers tout cela, les deux jeux font un excellent travail en vous distrayant de ce dont ils parlent réellement. Car Fear and Hunger ne concerne certainement pas vous, et ce n'est pas une question de peur et de faim si vous l'avez fait. Je ne l'ai pas compris encore à ce stade. Mon objectif avec cette vidéo est de déchiffrer ces deux jeux. Je vais parler des petits détails qui, à mon avis, rendent ces jeux si convaincants. Le premier Fear and Hunger est un jeu de Dark Fantasy en RPG, conçu avec RPG Maker, qui se déroule vers le 15e siècle, dans un monde similaire au nôtre en termes de géographie et en termes de général. En termes général, c'est vraiment très proche. Il y a beaucoup de parallèles directs qui sont faits avec le monde réel, tout le jeu se déroulant sur le continent d'Europe. Certains pourraient y voir une écriture paresseuse, mais je ne suis pas d'accord. Je suis presque sûr que la ville de Jitya, je crois que c'est comme ça qu'elle s'appelle, c'est un mélange entre Jérusalem et peut-être une ville dans le Japon ou de l'Inde, ce qui est plutôt drôle. Mais honnêtement, c'est vrai que ce parallèle avec le monde réel est vraiment intéressant. Le royaume de Rondon, vous l'aurez peut-être deviné, est apparemment l'Angleterre. Et je voudrais souligner que même face aux divinités nihilistes écrasant l'âme, ils ont quand même fait tout leur possible pour envahir l'Écosse. Et honnêtement, j'aime vraiment parler de de ce type de construction du monde. Oui, vous pouvez faire valoir que c'est paresseux, parce que le mec n'a pas créé entièrement cet univers. Mais c'est extrêmement malin, parce que tout ça s'appuie sur des faits qui sont, entre guillemets, réels, étant donné qu'on s'appuie sur le monde réel. Tout cela n'a pas été construit à la main. Mais étant homme d'histoire, c'est quelque chose qui est encore plus passionnant. Car le deuxième jeu, lui, commence avec des analogies à la Seconde Guerre mondiale. Mon visage est immédiatement renforcé, mes yeux se révulsent et je commence à crier de manière belliqueuse. Donc, malgré le fait que ce n'est pas très original, je pense pouvoir chercher des parallèles entre la réalité et Fear and Hunger. Et c'est très amusant quand on est en train de parcourir le Wikipédia, comme je suis actuellement en train de le faire, et voir la façon dont il insère de l'originalité dans des événements que vous connaissez déjà spécifiquement, avec l'influence de Fear and Hunger, de ces dieux, qui met énormément l'accent sur ces dieux. Fear and Hunger met énormément l'accent sur ces dieux et ces gens, sur la façon dont ils interagissent, comment ils montent avec l'ascension, comment ils façonnent le monde. Il y a deux types de dieux dans Fear and Hunger, les vieux dieux et les nouveaux dieux, que vous connaissez parce que j'ai fait des vidéos sur chacun d'entre eux. Il y en a une tonne, et ils ont tendance à monter et descendre avec les âges, finalement, tombant des fois dans l'obscurité. Ils sont généralement des humains ambitieux et ou avides de pouvoir, qui ont accédé au statut de divinité. Les anciens dieux, cependant, ont une histoire complètement différente. C'est des éléments constitutifs de la création, et nous n'en connaissons que quelques-uns. Gorgoroth, le dieu de la destruction qui aspire au sacrifice de sang, Sylviane, qui est la déesse de l'amour, de la fertilité, qui a créé les humains à travers elle. Vous pouvez créer des mariages, j'ai une vidéo qui est dédicacée justement au mariage, qui combine deux personnages pour en avoir un plus fort. Je pense qu'il ne faut pas sous-estimer à quel point c'est cool en tant que concept. L'homme et la femme sont une seule chair, et tout ça, même si vous pouvez être gay. Une grande victoire pour une fusion horrible et rare. Le filou, Moon God, est un gars idiot. Le dieu des profondeurs est une bouche qui peut, contrairement aux anciens dieux, créer un humain ascensionné, qui est la naissance apparemment de Jésus et de ses 12 apôtres, avec la crucifixion, donc c'est assez compliqué tout ça.
Je vous invite vraiment à aller creuser aussi. Celui-ci me fait un peu grincer des dents. Je trouve justement que c'est un peu comiquement distrayant, que vos options pour le culte, ils sont comme le dieu primordial du sang et de la destruction, la déesse de l'amour et de la fertilité, peu importe votre religion, vous pouvez être catholique, comme si ce n'était pas une figure semblable à Jésus, où le jeu a des images un petit peu qui peuvent faire penser à Jésus, ça fait directement un combattant individuel des échos. En fait, il est plus que lourd, et ces lasers provoquent des trucs frappants. Et je ne sais pas, je ne vous dis pas cela sans suite. Mon argument est que de base, je suis plutôt un gars d'histoire. Oui, moi, même si c'est assez hypocrite, mais c'est ma vidéo, je peux me plaindre et je fais ce que je veux. Les dieux, avec un pouvoir immense et un véritable culte religieux, partout dans le monde et avec des connaissances de base, nous pouvons maintenant nous aventurer dans les donjons de Fear and Hunger. Donc toute cette partie biblique, elle est assez importante, hein. Je tiens à préciser que là c'est pas complètement de moi, on va rentrer directement dans le donjon de Fear and Hunger. C'est assez intéressant, c'est pas sans rappeler certains éléments effectivement réels. On sait que la religion c'est toujours quelque chose qui peut être, qu'il faut prendre avec des pincettes. Moi là c'est vraiment pour essayer de résumer le jeu. Et après, voilà, je pense qu'il faut vraiment voir ça comme quelque chose de distrayant et ne pas voir vraiment, ne pas faire de vrais parallèles avec la religion. C'est un petit disclaimer, voilà, par rapport à la religion. Voilà, je lisais le texte, effectivement, mais voilà, petit disclaimer sur la religion, on est obligé, on a toujours peur maintenant d'avoir des problèmes avec ce genre de choses. Commençons tout de suite avec Fear and Hunger 1. Le premier jeu vous permet de choisir entre 4 personnages. Quelle que soit la classe que vous choisissez, les 3 que vous ne choisissez pas, vous pourrez les trouver dans le donjon en tant que PNJ. Ils agissent essentiellement comme vos options de classe, vous permettant de choisir entre le lanceur de sorts, Enki, Knight, le barbare, le mercenaire. Tous ces personnages ont des vrais noms canoniques, mais le jeu vous permet également de choisir un nom pour le personnage que vous incarnez. Alors vous pouvez choisir celui que vous voulez, le fou furieux de Berserk, j'aime quand il est complètement fou furieux partout. Ils ont tous décidé d'entrer dans le donjon de Fear and Hunger afin de trouver ce gars nommé le Garde, qui est clairement une autre arnaque, presque en tête à tête. Mais on n'a pas le temps pour ça, il s'agit bien sûr de Griffith. Préparez-vous à beaucoup de références à Berserk. Casca, je veux dire Diers, je veux dire Brienne de Torse, essaye de le trouver parce que elle a entendu une prophétie selon laquelle ce type était destiné à de grandes choses et son ego fragile ne pouvait pas le supporter. Alors il a été plongé tête première dans l'endroit le plus dangereux et le plus exaspérant de la Terre, par dépit pour un homme qu'il n'a jamais rencontré. Fou furieux, il a fait tuer tout son village par le garde et ses lumières du soleil de minuit ont juré de se venger. Des trucs typiques et des trucs vraiment classiques. J'ai menti sur le fait qu'on ne sache pas qui est le garde, on sait très bien qui est le garde, mais le mercenaire essaie juste d'obtenir de l'argent pour que sa petite amie enceinte n'ait plus à se prostituer. Hein, vous savez à quel point j'aime Kaara le mercenaire. Une fois que vous avez choisi votre personnage, hein, qui ont tous bien sûr leur raison de rentrer dans le donjon, vous avez vu probablement la vidéo de combo, donc je vous ferai pas l'affront de vous expliquer pourquoi est-ce qu'ils rentrent dans le donjon. Vous êtes invité à jouer en fait à l'intro de vos personnages, ce qui n'est pas en fait seulement une scène coupée. Cela vous permet de faire certains choix sur le passé de votre personnage qui lui confère certaines capacités et vous le présente en même temps. C'est également probablement un des mécanismes les plus importants du jeu, les lancers de pièces. Certains choix déclencheront des lancers de pièces qui détermineront si votre choix réussit ou échoue. J'ai vu une vidéo de Frappolo 94 là-dessus, je comptais vraiment traduire le texte aussi pour vous en parler. Cela peut soit vous donner différents avantages en termes de capacité interne, soit vous donner certains affaiblissements tels que des phobies, ce qui vous fait peur de combattre des choses et donc vous serez moins capable de les combattre. Par exemple, l'une des phobies que vous pouvez obtenir lors d'un tirage au sort et la panophobie qui est la peur de tout. Donc avant même de commencer le jeu, vous êtes déjà faible face à tout. C'est horrible. Ces lancers de pièces sont votre vie et votre mort littéralement. En fait, en perdre souvent signifie une mort immédiate. La plupart des choses dans ce jeu entraîneront ta mort immédiate. Maintenant, ça me semble pas si grave. C'est un jeu vidéo. Recharge simplement ta dernière sauvegarde et réessaye. Mais non, vous allez voir, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Vous allez ramasser beaucoup d'objets et vous ne saurez pas ce qu'ils font la plupart du temps. Et parfois, le jeu vous dit même pas ce qu'il faut faire. Par exemple, la description de l'objet pour le parchemin vide dit simplement un parchemin vide attendant que quelqu'un y écrive, et omet le fait qu'il s'agit simplement, littéralement, de l'élément le plus utile du jeu, et qui peut être utilisé pour apparaître pratiquement n'importe quel élément, ou apprendre presque n'importe quel sort mécaniquement, ce qui vaut à courir la tête la première dans un mur de briques. Et les combats ne sont pas différents.
Parce que Fear and Hunger a aussi un mécanisme de membres qui vous permet non seulement de couper les membres de l'ennemi, mais qui donne aux ennemis une attaque pour chacun de leurs membres, et parfois cette attaque déclenche un tirage au sort qui vous tue instantanément, et ainsi de suite. En plus de cela, vous devez équilibrer votre jauge mentale pour éviter de devenir fou, et votre jauge de faim, pour éviter de mourir de faim. Et la seule façon de gérer tout cela est de rechercher des barils et des boîtes qui génèrent du butin de manière aléatoire, et d'espérer que vous trouverez des choses comme de la nourriture pour faire face à la faim, de l'opium et de l'alcool pour détendre vos nerfs. Procurez-vous ces clés et assurez-vous de ne pas faire quelque chose comme marcher sur un clou rouillé, qui vous fera mourir d'une infection tant que vous ne saignez pas à mort. D'abord, comprenez que ce jeu vous déteste. Il y a des bien meilleures vidéos qui parlent du gameplay de ce jeu, de manière beaucoup plus approfondie. Ce n'est pas mon objectif ici. On fait quelques vidéos comme ça. Je considère souvent les jeux comme des systèmes de livraison pour des histoires intéressantes, de personnages, de mondes, etc. Ce jeu est probablement la quintessence. Pour que moi, je n'aime pas trop les combats au tour par tour, j'aime pas les mécanismes forcément de fin, à part peut-être des fois dans Subnautica, et encore, je n'aime pas punir les systèmes de sauvegarde, mais tout le reste du jeu m'intéresse tellement que j'étais prêt à m'y atteler. Cependant, il est presque impossible de parler de cette histoire sans parler de sa difficulté, car la difficulté réside dans l'histoire. Les donjons de Fear and Hunger sont l'incarnation de l'insignifiance. Et oui, le simple fait d'y être écrase l'esprit humain. Il n'y a pas de mise à niveau dont vous disposez. Les outils que le donjon vous donne, ainsi que votre propre ingéniosité et vos connaissances dans la difficulté obscène, ces thèmes qui sonneraient complètement creux, même si je méprise personnellement beaucoup de mécanismes de ce jeu, je n'ai généralement pas l'impression que c'est difficile juste pour le plaisir d'être dur. Le monde crée une attente. Et le jeu est à la hauteur. Et j'apprécierais toujours que vous soyez censé explorer un endroit horrible, à la limite de l'incompréhensible, et chaque partie du jeu travaille en ce sens. Les moyens efficaces par lesquels le jeu travaille pour y parvenir sont à travers son style artistique. Fear and Hunger a l'air complètement déprimant, puissant, terne, si je le dis moi-même. Vos personnages ont l'air délabrés, chaque monstre est plus dégoûtant que le précédent, le style artistique du monde lui-même est à l'opposé de l'atmosphère horrifiante et déprimante. Vous devez explorer les endroits sombres du monde pour progresser, mais chaque pièce ne vous dit pas la mécanique, l'atmosphère, les personnages, les monstres, ils servent tous votre propre sentiment de peur. Cela imite le sentiment de base, l'instinct. L'instinct, c'est la seule chose qui a permis à notre espèce de rester en vie. Vous savez que vous devez vous replier et courir. Votre peur, vous fuyez, mais votre faim vous force à avancer à chaque instant. Le jeu vous dit une chose que vous devriez faire, ne pas être ici, comme le donjon lui-même. Fear and Hunger est un jeu à plusieurs niveaux. Il y a la motivation initiale, de trouver le garde et de s'échapper. Le simple fait de faire cela permet à votre corps de partir mais laisse votre esprit piégé dans les donjons. C'est la fin qu'on a vu sur la chaîne. Cette motivation initiale finit par tomber et s'ouvre sur un objectif beaucoup plus vaste qui commence vraiment lorsque vous découvrez la ville de Maarbre, qui a été créée à l'origine pour adorer les anciens dieux. Mais au fil du temps, il est finalement devenu la maison des nouveaux dieux et est devenu le lieu où les mortels peuvent ascensionner aux nouveaux dieux dans la ville. Vous pouvez accéder à la salle des dieux où les nouveaux dieux se retirent lorsque leur temps est terminé et qu'ils ont été oubliés. Et si vous le souhaitez, cette option vous est également disponible après plusieurs étapes, vous mourrez souvent bien sûr, votre personnage peut choisir de devenir un nouveau dieu, dirigeant l'humanité pendant un certain temps, puis éventuellement se retirer dans la salle où, si vous êtes vraiment persistant, chaque personnage a sa propre fin spéciale. Il l'a appelé Cocu dans la vidéo, mais Kaara trouve un tas de trésors. La petite amie est très contente, il devient très riche, et du coup, il part complètement... en fait, il devient très riche et il part en étant heureux avec Céleste, quoi. Tout simplement, Kaara, il a vraiment une fin super cool. Le fou furieux, donc l'Outlander, tue tout et gagne le titre du dieu de l'ultra-violence. Et ouais, le personnage féminin a une... fin un peu particulière, on en parlera plus tard. C'est vraiment une option assez difficile. Et il y a encore une option justement, encore plus difficile, vous trouvez cette petite fille, enfermée dans une cage. Conduisez-la à travers tout le donjon, résistez à l'envie de la vendre à Pocket Cat, conduisez-la un petit peu partout, amenez-la voir un vieux dieu mort, permettez-lui de monter, parce qu'elle est l'enfant d'un humain et d'un nouveau dieu, semblable à Jésus, le paysan. Ici, ce qui lui permet de devenir quelque chose, avec un pouvoir similaire à celui des anciens dieux dans Fear and Hunger. Pourquoi j'aime à
tout prix cette fin? Et bah, je viens de réaliser qu'en fait, tout ça fait partie de ce qui rend le jeu si cool et mémorable pour moi. J'aime la façon dont ce jeu prend le concept d'inscension vers la divinité et le subvertit parce que oui, vous pouvez monter, mais le niveau le plus élevé auquel vous pouvez monter n'est en réalité qu'un pion pour les plus âgés et plus des dieux puissants, et une fois que votre temps s'estompe, vous ne devenez rien malgré les mots du génie phénoménal. L'espace de vie cosmique est toujours accompagné d'une bonne part de terreur cosmique, car qu'est-ce qu'un siècle ou deux face à l'utilité, face à une éternité sans pertinence? Sauf que certains des nouveaux dieux en exigent plus, certains refusent de se résigner à la salle, et cela nous mène à Fear and Hunger 2. Fear and Hunger 2 Termina se déroule plusieurs centaines d'années après le premier jeu, pendant la Seconde Guerre mondiale. Et ouais, il y a encore pas mal de parallèles avec l'URSS, on peut très vite comprendre de qui il s'agit, l'Union de l'Est, l'Empire de Brême, les États-Unis qui n'existent pas encore parce que soi-disant tout le continent entier est tenté. Cependant, il y a quand même quelque chose qui peut nous rappeler la cité du Vatican, le jeu qui se déroule dans la ville de Préville, qui est très probablement Prague en Tchécoslovaquie, qui a été reprise par les hommes en marge de l'Empire de Brême, le Kaiser, masqué, qui vous l'aurez deviné est une référence soit à un petit homme moustachu, et bien sûr, ce Kaiser, c'est le garde. Et ouais, il s'avère que cette ville participe au hasard à quelque chose qui s'appelle le festival de Termina, à cause des manigances de Moon God. Et maintenant, vous et tous les autres personnages devez vous entretuer à la manière d'un Battle Royale au cours des 3 prochains jours. Et bien sûr, c'est inspiré de Majora's Mask, un Zelda, avec un visage effrayant, limite 3 jours PNJ avec leur propre horaire dans la ville. Dans Majora's Mask, ça s'appelle Termina. C'est très subtil, et je l'aime beaucoup. Oh oui. Et vous pouvez également choisir entre 8 personnages différents dans ce jeu. Je vous épargne chaque personnage, c'est pas de vidéos qui sont déjà sorties sur ma chaîne. Donc vous pouvez vraiment en apprendre tout sur tous les personnages, et ce qui est assez facile à dire en tout cas, c'est que toute cette population de Préville est atteinte d'une espèce de maladie de chauve-souris qui les rend aussi fous et diaboliques, parce qu'en plus d'être inspiré de Majora's Mask, le jeu est également très inspiré par Bloodborne, et ce qui fait directement référence à certains moments, et quelqu'un a déjà réalisé une vidéo de 30 minutes sur la façon dont cela fonctionne. Cette ville et ses habitants sont évidemment les victimes d'une force cruelle et toute puissante. Et si vous et vos collègues concurrents traînez trop longtemps, vous succomberez également à ce sort, qui devient la lune brûlée, la Moonscroch. Maintenant, certaines de ces personnes ne perdent pas de temps. Elles n'ont aucune constitution. Elles s'enroulent et deviennent immédiatement des démons si vous ne prenez pas les bonnes mesures. Ce mec devient le maire. Et ce genre de choses est ce qui fait que les personnages de ce jeu se démarquent. Moi, j'aime beaucoup les personnages dynamiques, qui ont l'impression de se promener et d'opérer seuls dans le même monde que vous. Et je pense honnêtement que c'est la façon la plus cool de ce jeu, c'est d'utiliser les formes brûlées par la lune lorsque vous entrez en combat avec d'étranges monstres ou même un visage familier. Et je réalise ensuite que je reconnais ce pantalon. Je pense que c'est beaucoup plus mémorable que de reconnaître ce type depuis l'écran de sélection des personnages. Je pense que si beaucoup de jeux avaient autant de personnages et autant d'histoires que Fear and Hunger, on aurait l'impression qu'il y a trop de cuisiniers dans la cuisine. Mais je pense que ce jeu parvient à gérer magnifiquement l'écriture. Là-bas, ce jeu gère très bien les personnages, vous guidant lentement sur le chemin de leur démêlage au lieu de simplement les jeter sur vous et de vous dire vraiment foncez. Vous pouvez dire merde à tous ceux qui vont vous parler, massacrer tous les concurrents. Entendez que c'est une option réalisable, comme dans le dernier jeu, il y a plusieurs fins, des fins spéciales pour chacun des personnages. Donc justement, vous pouvez bien sûr tuer tout le monde ou ne tuer personne, démarrer une ère avec un nouveau dieu informatique, vous pouvez invoquer Satan mécaniquement. Ce jeu est incroyablement similaire au premier. Cependant, il y a des différences majeures. Pour un, le mécanisme de sauvegarde est un tirage au sort. Pour Fear and Hunger 1, c'est une pièce qui a été remplacée par un temps progressif. Au lieu d'être puni au hasard pour avoir tenté de vous sauver, vous savez quelle sera votre punition pour avoir sauvé. Et c'est là que tout change. La progression est vraiment différente. Certaines conditions sensibles au facteur temps peuvent vous faire manquer une opportunité si vous sauvegardez trop fréquemment. Et personnellement, je préfère largement cette option de sauvegarde dans le 2 à imaginer
que le fait justement de sauvegarder soit uniquement basé sur le hasard. Là, au moins, on sauvegarde, on risque de perdre quelque chose parce qu'en sauvegardant tout ce qui s'est passé avant, on ne pourra pas y revenir. Et ça, c'est très triste, mais c'est très intelligent en termes de jeux vidéo. Parce qu'en fait, ça vous permet vraiment de réaliser des choses très différentes, quoi. C'est-à-dire que vous pouvez faire une journée avec un personnage, sauvegarder, avancer, refaire une deuxième journée, mourir, et en fait recommencer la journée avec ce même personnage et faire une deuxième journée complètement différente. Et le jour où vous reprenez la première journée, en fait, vos interactions vont être complètement différentes et vous pouvez avoir une première journée complètement différente, ce qui va en plus modifier votre deuxième. Je sais pas si je suis très clair, mais c'est très 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 cool. Vous pouvez bien sûr avoir pas de chance, vous endormir, et là, faites une pause déjeuner, vous vous endormez, et là, il y a un ogre qui vient et qui tue tous vos progrès. Je voulais juste un sandwich, moi. Dans ce cas, vous savez ce qui va se passer lorsque vous sauvegardez, et vous pouvez raisonnablement planifier justement vos jours. Vous pouvez obtenir plusieurs sauvegardes dans ce jeu qui ne vous font pas progresser le temps, comme prier le dieu de Fear and Hunger, ce qui était évidemment une option qui vous était pas disponible dans le premier jeu. Mais là, très intéressant, je ne le savais même pas qu'en fait, en sauvegardant, on pouvait sauvegarder sans faire progresser le temps. C'est très intéressant dans Fear and Hunger Termina. J'hésiterai pas à vous faire un petit tuto là-dessus. Les éléments ajoutés de contraintes de temps et de progression donnent à ce jeu un sentiment totalement différent et fait du cadre de la ville un game qui change les connotations de votre exploration. Ce n'est pas un donjon maudit depuis longtemps, c'est une petite ville à peine rattrapée par la technologie moderne qui a été déchirée par la guerre et l'intervention divine et littérale. Vous n'explorez plus un endroit qui vous déteste, vous rencontrez des gens qui vous détestent. Et ce changement subtil change massivement votre état d'esprit lorsque vous jouez. Dans le premier jeu, chaque fois que je rencontrais quelque chose d'horrible, je savais qu'il fallait que je m'en aille, et ça ressemblait davantage à la faute du donjon. Alors que dans ce jeu, pour une raison quelconque, les choses semblent plus personnelles. Je me suis retrouvé à penser vraiment à ce jeu en particulier, et à vraiment en vouloir à certains types en particulier dans le jeu. Et j'ai vraiment apprécié ce changement qui a eu un impact sur mon expérience personnelle. Et parallèlement, ce jeu parle vraiment davantage des effets que ces anciens dieux ont eu sur la civilisation. Le jeu regorge de thèmes de traumatismes religieux et parentaux. Encore une fois, le jeu est beaucoup moins nul, la vie est nulle, et puis vous mourrez, et plus de gens sont nuls, et ensuite vous mourrez. Mais malgré les nombreux changements et plusieurs améliorations apportées par ce jeu, je préfère toujours de loin le premier jeu. Alors attention, c'est pas mon avis, moi je pense que j'aime autant le 1 que le 2, je trouve que le 2 est même plus agréable à jouer. Donc je l'ai pas encore complètement fini, mais je pense que je pencherai moi plus sur le 2. Mais là le poteau, donc je vais vous le dédicacer à la fin, mais Sweet is Online, il préfère le 1 apparemment. Donc je préfère toujours de loin le premier jeu, qui est absolument fou pour moi, car j'ai mentionné que j'aime l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, à cause de certains films. Mais Fear and Hunger fait une chose mieux que presque n'importe quel autre jeu. Et c'est généralement l'atmosphère qui serait la transition parfaite vers un segment long et interminable où je parle des différentes atmosphères de tous les différents domaines. Dans le premier jeu, je n'ai pas vraiment l'impression de pouvoir décrire avec précision ce qui rend le jeu si spécial. J'ai passé beaucoup de temps à essayer de mettre des mots dessus sur pourquoi j'aime autant le premier jeu. Et il vient vraiment jusqu'à une vibe interne que je ne peux pas expliquer. Il y a quelque chose à plonger si profondément dans les profondeurs primordiales que vous découvrez une terre de dieux oubliés qui fait que Fear and Hunger me délivre un sentiment oppressant qui n'est pas mort, qui peut mentir éternellement et avec des éternités étranges. Même la mort peut mourir. Bien plus que la suite, et aucun personnage de ces jeux n'incarne cette citation plus que mon personnage préféré, le garde. Comme je l'ai mentionné plus tôt dans le premier jeu, le garde est la principale motivation de tous les personnages de Fear and Hunger pour rentrer dans le donjon. Un chef charismatique d'une bande de mercenaires, le héros d'une prophétie, c'est Griffith, si t'as pas lu Berserk, je te conseille d'aller le lire. Et je n'ai plus d'argent, contrairement à toi. Ce mec est entré dans le donjon avec un seul objectif, accéder à la divinité et inaugurer une nouvelle ère avec lui-même à la barre, et à condition qu'il ne se fasse pas massacrer avant que vous ne l'atteigniez ou que sa tête ne soit pas arrachée par un corbeau. Vous pouvez l'aider à le faire en vous frayant un chemin à travers le donjon
massacrant les nouveaux dieux, régnant et lui permettant de s'asseoir sur le trône de l'ascension. Vous pouvez assister à la naissance d'un nouveau dieu pour cet âge, le Roi Jaune, le Yellow King. Je connais ce nom. Le Roi Jaune est une compilation d'histoires courtes écrite par Robert W. Chamber. Le livre est une publication renommée dans le monde de la fiction étrange qui met l'accent sur l'étrange et pas sur l'étrange. C'est assez bizarre. Mais le livre est exceptionnellement étrange. Mais parce qu'après les premières histoires, il cesse en quelque sorte d'être une fiction étrange et devient une question d'amour. Mais l'une des choses les plus remarquables à propos du livre est que le roi jaune ne concerne pas directement lui. Le roi et le jaune est le titre d'une pièce de théâtre dont le livre est considéré comme le summum de la réussite artistique. Mais en même temps, on dit que la lecture du deuxième acte de la pièce a révélé des vérités si profondes que le lecteur est devenu fou à partir de ce moment-là. Et ce qui rend ce concept si inquiétant, c'est que nous n'avons jamais l'occasion de lire la pièce, en particulier en tant que lecteur. On nous donne seulement des petits extraits du premier acte, juste assez pour comprendre les divagations insensées des personnages du livre qui l'ont lu. Cela crée ce malaise constant et ce sentiment que le livre tout entier, à la fois heureux et triste, tourne autour de quelque chose d'horrible et d'intangible. Et je pense que donner le titre de Yellow King au Roi Jaune à Le Garde est plus qu'une simple référence sympa, certaines des autres choses de ce jeu principalement, parce que tout comme le Yellow King, Fear and Hunger n'est pas une question de peur et de faim. Je ne dis pas quelque chose de stupide, ces mécanismes existent ou pas, au même titre que la naissance du dieu de Fear and Hunger n'est pas le but du premier jeu. Et si ce n'était que le premier jeu, je pense que cet argument serait probablement invalide, mais le deuxième jeu change tout. Et dans le deuxième jeu, le dieu de Fear and Hunger est relégué à un dieu que vous pouvez prier pour sauver votre partie. Très important, ne vous méprenez pas, mais c'est vraiment dingue, un rôle de mésange car cette série suit les actions d'un homme spécifique et implacable. De quelle couleur était encore la cape du Kaiser? Eh ouais, bien sûr, je ne sais pas comment ça marche, mais toute cette fourrure a commencé avec la Seconde Guerre mondiale, tout ça pour une seule raison: inaugurer l'ère du nouveau dieu machine. Le garde est la dernière barrière gardant le dieu machine, et vous entrez donc en combat avec le Yellow King de toutes ses forces, sauf que si vous ne le faites pas, car même l'ascension vers la divinité est l'une des vraies fins de Fear and Hunger, ce n'est pas la vraie, et maintenant nous arrivons à la vraie fin de The Earth. Elle ne veut pas sauver l'homme qu'elle aime du donjon, il est mort avant son arrivée, mais elle peut faire la meilleure chose et tenter de le ramener à la vie après qu'elle ait elle-même bravé le donjon. Elle parvient à assembler un sort qui ressuscitera le chef mort, sauf qu'il est ramené comme une coquille de ce qu'il était auparavant, n'ayant pas réussi à ascensionner, mais étant toujours incapable de mourir. Il a tenté d'annoncer son nouvel âge, une nouvelle chair naissante et la couleur masquée de ce qu'il aurait pu être s'il n'était pas éclipsé par un dieu plus grand, un dieu plus cruel, le dieu de Fear and Hunger, qui est aussi sa fille. Mais je n'ai pas pu facilement intégrer cela dans le scénario, et au fil des décennies, l'homme oublié de la prophétie tire les ficelles de l'histoire et a finalement progressé jusqu'à devenir le Kaiser de l'Empire de Brême. Et de là, il a entendu parler d'une tentative de créer un nouveau dieu, où une personne serait sélectionnée pour renaître en tant que dieu machine du nouvel âge. Et même avec le pouvoir et la cruauté, soyons honnêtes, le Troisième Reich derrière lui, il était encore trop tard, quelqu'un d'autre l'a devancé, et le roi en jaune doit se résigner à être un chien de garde. Et pendant qu'il se bat, sa façade divine s'efface, et il ne montre littéralement ses vraies couleurs. Plus qu'un cadavre en décomposition, c'est ce qui reste de lui après des décennies d'ambition amère. Le jeu utilise ce personnage et sa narration pour cacher le fait que peu importe qui vous jouez, vous n'êtes pas le personnage principal. Fear and Hunger suit le continu, les échecs d'un homme qui a promis au monde et qui fait tout ce qui est en son pouvoir pour raviver cette promesse. Le garde est le meilleur personnage et je dirais le protagoniste de Fear and Hunger. Mais comme vous avez probablement pu le constater tout au long du jeu, c'est beaucoup de choses. L'original n'en fait pas vraiment partie, la plupart des choses dans ce jeu sont basées sur d'autres choses, que ça soit de l'histoire réelle, des livres de jeu, etc. Ce type de jeu est basé sur un enfer. Je n'ai parlé que des choses que je connais et que je reconnais. Il y a tellement d'autres parties de ce jeu inspirées par des choses que je ne connais pas, et si je suis honnête, c'est aussi pourquoi j'aime ce jeu autant. Qu'il s'agisse de ces jeux, de vidéos, de films,
qu'ils portent leur inspiration sur leur manche comme quelqu'un qui porte ses inspirations sur sa manche. Faire référence et montrer sa passion pour d'autres choses est ce qui amène les gens à nouveau vers les nouveaux médias. J'ai décidé de lire Le Roi en jaune parce qu'il a été référencé dans le jeu de Fear and Hunger et la quantité de choses que j'ai apprises, que j'ai appréciées en plus de ça, parce que les créations de quelqu'un d'autre m'y ont conduit et responsable. Et honnêtement, c'est l'un de mes objectifs avec cette chaîne. Le cours de ma vie a été complètement changé par les amis de ma famille et certains youtubeurs. Partager leur passion avec moi et cela m'a donné envie aussi de partager ma passion avec les autres. Et je suis heureux que ma petite chaîne YouTube vous donne l'opportunité de vous intéresser à Fear and Hunger et de partager toutes ces choses qui me tiennent à cœur afin que, espérons-le, certains d'entre vous réalisent que vous vous souciez à ce sujet-là et que jouer à Fear and Hunger pourrait être très intéressant pour vous et prennent toutes leurs inspirations dans la foulée, les combinent et les utilisent pour créer quelque chose d'unique qui vous donne constamment envie de plonger plus profondément. Et on ne peut pas en demander plus à un jeu, c'est déjà énorme. Maintenant, abonnez-vous et n'hésitez pas à me dire si vous voulez voir une vidéo dans laquelle je vous dis que Bloodborne est totalement hypocrite. Je peux aussi vous faire une vidéo qui vous parle d'Hollow Knight qui simule la perfection. Ces vidéos sont faites par un mec qui s'appelle Sweet is Online. Très très cool, donc la vidéo Fear and Hunger vous ment, Bloodborne est totalement hypocrite, qui sont des vidéos très sympas, je vous invite à aller les regarder. J'espère que cette vidéo vous aura plu, le raisonnement est très intéressant, c'est vrai que moi j'ai commencé à lire Berserk et j'ai tout regardé, tout ce qui était disponible en tout cas sur Netflix concernant Berserk et à commencer à lire les livres uniquement en fait parce que Elden Ring, la vidéo de combo, Fear and Hunger, et du coup je suis parti regarder Berserk, et effectivement c'est une œuvre qui est très intéressante, on n'hésitera pas à en parler, et je peux forcément vous conseiller de jouer à Fear and Hunger, qui sont des jeux très très cool, et même en y jouant sur mobile, franchement ça peut rivaliser avec certains gros jeux PS4 ou PS5, hein. J'ai eu Anno sur la PS5, je n'ai même pas encore osé le lancer, va falloir que je le lance. Le Ratchet Clank par exemple PS5, c'est un des derniers jeux que j'ai fait là. Le Ratchet Clank PS5 est génial, c'est un très 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 gros jeu qui est magnifique, c'est un des plus beaux jeux je pense auxquels j'ai joué, mais on est sur quelque chose qui est complètement différent, qui me laissera pas la même marque que Fear and Hunger, alors que pourtant c'est un jeu qui va me laisser de très beaux souvenirs, hein. Je l'ai trouvé très sympa le Ratchet Clank PS5, mais c'est plus quelque chose que j'aurais envie peut-être de faire jouer à mes enfants, quoi. Donc voilà. Pour tout ça, j'espère vraiment que cette vidéo un peu longue vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, petit pouce bleu. On se revoit très très vite pour une prochaine vidéo.